Aujourd'hui, nous allons explorer une histoire si extraordinaire qu'il est difficile de croire qu'elle soit entièrement vraie, donnant l'impression que la réalité dépasse la fantaisie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le mystère de la tilma, conservée au cœur de la basilique de Notre-Dame de Guadalupe, à Mexico, un artefact qui est sans aucun doute l'une des reliques les plus étudiées et controversées de notre époque. En gardant une approche laïque et scientifique, nous essaierons de dévoiler les secrets de cette incroyable relique en analysant les éléments qui la rendent à la fois si célèbre et si énigmatique. Nous vous annonçons dès maintenant que bon nombre des preuves que nous allons examiner défient toute explication rationnelle et nous aident à comprendre pourquoi cette relique est vénérée par des millions de personnes à travers le monde. Mais qu'est-ce que la tilma au juste ? Preuve tangible d'un événement transcendant et surnaturel ou habile tromperie perpétrée depuis des siècles ? Ou s'agit-il d'autre chose, de quelque chose qui appartient à notre passé lointain et qui, semble-t-il, nous accompagne depuis le début de notre histoire ? Avant de commencer notre voyage dans le mystère, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail. Grâce à votre soutien, nous poursuivons nos enquêtes sur les mystères de l'histoire et du présent, et vous proposons des contenus exclusifs sur les frontières de la connaissance. Pour bien comprendre cette histoire, nous devons commencer par le début, et plus précisément par l'année 1531, et écouter ce qui se serait passé à Tenochtitlan. Dans l'actuelle ville de Mexico, Juan Diego, un paysan aztèque d'âge moyen, connu sous son nom civil de Cuautla Towak, se présenta devant Juan de Zumárraga, le premier évêque de la Nouvelle-Espagne. Avec ferveur, Juan Diego raconta avoir rencontré la Vierge Marie sur la colline de Tepeyac, qui lui demanda de transmettre à l'évêque son désir de faire ériger un temple en son honneur à cet endroit. L'évêque Zumárraga, un homme d'église avec un passé d'inquisiteur, accueillit avec scepticisme le récit du paysan. Il savait qu'autrefois, sur la colline de Tepeyac, se trouvait un temple dédié à Tonantzin, une déesse aztèque vénérée comme notre chère mère Terre. Ce lien avec les anciennes divinités locales le rendait méfiant. Lorsque Juan Diego revint le lendemain, rapportant une seconde rencontre avec la Vierge qui réitérait sa demande, l'évêque le congédia brusquement et ordonna qu'il soit surveillé. Accablé, Juan Diego s'adressa de nouveau à la Vierge, la suppliant de choisir un messager plus influent. Marie, cependant, l'encouragea à persévérer, lui promettant pour le lendemain un signe tangible à présenter à l'évêque pour le convaincre. Le jour suivant, cependant, Juan Diego ne se présenta pas au rendez-vous. Son oncle était gravement malade, et le vieil homme lui demanda de se rendre à Tlatelolco pour trouver un confesseur. Partagé entre l'engagement pris envers la Vierge et son devoir familial, Juan Diego décida d'éviter la colline de Tepeyac pour ne pas rencontrer Marie. Mais la Vierge lui apparut en chemin, le rassurant sur la santé de son oncle, qui entre-temps s'était miraculeusement rétabli, et elle lui demanda de monter sur la colline pour cueillir des fleurs. C'était le 12 décembre, une période où le Tepeyac, aride et rocheux, n'offrait aucune floraison. Et pourtant, Juan Diego trouva de magnifiques fleurs de Castille, probablement des roses, qu'il cueillit dans son manteau, la tilma, et les apporta à la Vierge. Marie les disposa soigneusement dans la tilma et lui ordonna de les porter à l'évêque comme preuve. À son retour, Juan Diego rencontra d'abord la résistance des serviteurs de l'évêque, mais la vue de ces fleurs inhabituelles éveilla leur curiosité. Conduit enfin devant Zumárraga, Juan Diego ouvrit la tilma, laissant tomber les fleurs sur le sol. À ce moment-là, sur le tissu brut du manteau, apparut miraculeusement l'image de la Vierge de Guadalupe, avec une expression ineffable qui fascine encore aujourd'hui les fidèles. Cet événement prodigieux convainquit l'évêque de la véracité du récit de Juan Diego et conduisit à la construction du sanctuaire sur la colline de Tepeyac, devenu un lieu de pèlerinage pour des millions de fidèles. La tilma originale, avec l'image miraculeuse, est conservée dans la basilique de Notre-Dame de Guadalupe à Mexico et représente pour tout le peuple mexicain un symbole de foi et d'identité qui, comme nous le verrons, va bien au-delà de la simple foi religieuse. Voici le récit, à mi-chemin entre l'histoire et la légende, de la manière dont la relique s'est matérialisée. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre pourquoi la tilma est devenue un objet de culte vénéré par des millions. Et pourquoi cet artefact a laissé sans voix. Là, tutti gli scienziati che hanno cercato di analizzarlo per comprenderne il mistero che lo avvolge. commençons par le premier élément mystérieux, à savoir le matériau sur lequel elle est réalisée. Comme le raconte la tradition, la tilma serait apparue soudainement sur le manteau de Juan Diego. En effet, la tilma semble avoir été réalisée sur un tissu composé de fibres d'agave, un tissu utilisé par les indigènes du Mexique du XVIe siècle pour fabriquer une sorte de manteau servant à se protéger des intempéries.
Normalement, cependant, ce type de matériau a une durée de vie assez courte. Il se dégrade en quelques décennies à cause de l'humidité, de la poussière et de l'exposition à la lumière. Et pourtant, la tilma originale a survécu pendant près de 5 siècles, en conservant intacte sa structure et son image. Un aspect qui rend tout cela encore plus surprenant est le fait que, pendant plus de 100 ans, la tilma a été exposée sans aucune protection. Elle avait été exposée à la fumée des bougies, à la manipulation des fidèles et aux conditions environnementales défavorables de la basilique. Et pourtant, malgré tout cela, à ce jour, de façon inexplicable, elle ne montre aucun signe de dégradation significative. La tilma a survécu non seulement au temps, mais aussi à des événements qui auraient pu la détruire. L'un de ces événements eut lieu en 1791 lorsqu'un restaurateur, en nettoyant le cadre en argent qui protégeait la relique, renversa accidentellement de l'acide nitrique sur l'image. Normalement, un acide aussi puissant aurait dû corroder le tissu et dissoudre l'image imprimée sur le manteau, mais à la grande surprise de tous, la tilma resta presque complètement intacte, ne présentant qu'une légère tache près du bord. Si au fil du temps, le récit de l'incident avec l'acide a peut-être été exagéré, ce qui s'est passé en 1921 est en revanche largement documenté. À cette époque, le Mexique était traversé par un fort mouvement anticlérical, qui en 1924 amènera au pouvoir Plutarco Elias Calles, célèbre pour ses politiques répressives à l'égard de l'Église. On dit que Calles aurait fermement déclaré vouloir faire de la tilma un chiffon pour nettoyer les pieds de ses chevaux. 3 ans plus tôt, en 1921, un anarchiste du nom de Lucido Camacho plaça une bombe à l'intérieur d'un bouquet de fleurs, la positionnant sous l'autel de la basilique de Guadalupe. L'explosion fut dévastatrice. Sur cette chaîne, je vais en profondeur sur des sujets difficiles à expliquer, et plus on creuse, plus il devient difficile de savoir ce qui est vraiment réel. C'est pareil avec notre argent. La bourse est complexe et difficile à vraiment comprendre, alors je me suis aussi plongé là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai découvert Mintos, une plateforme qui vous permet d'investir dans des prêts et de gagner des rendements de façon plus régulière. Plutôt que de prédire un marché instable, voici quelque chose que vous pouvez vraiment comprendre, contrairement aux mystères que j'aborde sur cette chaîne. Et comme vous venez par ma chaîne, vous pouvez obtenir jusqu'à 500 € de bonus lorsque vous investissez un 500 € ou plus. Stable, prévisible, ça se déroule jour après jour. Vous pouvez l'analyser, le filtrer, voir ce qui s'y trouve réellement. Vous n'avez pas à deviner ce qui est réel sur Mintos, c'est réel. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Y a-t-il une autre forme de vie ailleurs? Nous l'ignorons encore, mais cela, nous le savons. Jusqu'à 500 € de bonus lorsque vous investissez. Un 500 € ou plus, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Arrêtez de deviner ce qui est réel. Commencez à utiliser Mintos. Les vitraux volèrent en éclats. Le sol se fissura et un grand crucifix en argent fut plié par l'onde de choc. Mais pour des raisons qui défient encore aujourd'hui toute explication rationnelle, la tilma resta complètement intacte, sans aucun dommage apparent. En raison du climat d'hostilité croissant, pour protéger la relique, la tilma fut remplacée pendant plusieurs années par une copie. Et cachée, après la fin des persécutions contre l'Église, elle fut replacée, cette fois protégée par une vitrine en verre par balle, où elle se trouve encore aujourd'hui. Ce sont là les premiers éléments surprenants de la façon dont cette relique a survécu au temps, mais nous n'en sommes qu'au début. Ce qui sera découvert au fil des années, grâce à de nombreuses études scientifiques, laisse vraiment sans voix, mais procédons par ordre. Comme mentionné, la tilma est un manteau fabriqué avec des fibres d'agave, un tissu connu pour sa texture rugueuse et irrégulière. Cette caractéristique rend extrêmement difficile l'application de peintures détaillées, car la surface n'est pas uniforme, ce qui entrave la précision du pinceau et l'adhérence uniforme des pigments. Fait surprenant, l'image de la Vierge de Guadalupe présente sur la tilma non seulement affiche des détails extraordinairement fins, mais elle a également conservé sa vivacité pendant près de 5 siècles. Et cela est particulièrement stupéfiant, étant donné que les fibres d'agave ont tendance à se détériorer en l'espace de quelques décennies. L'une des études les plus importantes a été menée en 1936 par le chimiste allemand Richard Kuhn, lauréat du prix Nobel de chimie en 1938. Kuhn a reçu 2 fibres prélevées sur la tilma, une rouge et une jaune, afin d'en analyser la composition chimique et de déterminer la nature des pigments utilisés.
Les résultats de l'analyse furent surprenants. Kuhn découvrit que les pigments présents sur les fibres n'appartenaient à aucune catégorie de colorants connus, ni d'origine végétale, ni animale, ni minérale. À l'époque précolombienne, les pigments étaient appliqués sur le tissu. Les pigments étaient généralement extraits de substances minérales ou végétales, et l'absence de ces composants rend difficile d'expliquer la nature de la coloration présente sur la relique. De plus, les pigments ne semblaient avoir aucun liant traditionnel qui aurait pu les maintenir stables en UV à la surface du tissu. Normalement, les couleurs sur une toile ont besoin d'un médium pour être fixées, comme l'huile ou la tempéra à l'œuf. Mais sur la tilma, il n'y avait aucune trace de telle substance, et cela amène à penser que l'image aurait été un modo ancora sconosciuto alla scienza. En 1979, ce fut au tour du biophysicien Philippe Sernac-Allan qui mena une étude détaillée de la tilma. En utilisant la photographie infrarouge, une technique qui permet de détecter des traits cachés sous la surface picturale, comme des esquisses, des préparations, des coups de pinceau ou des signes de retouche. L'analyse révéla aussi une caractéristique inexpliquée. Aucune trace de coups de pinceau ni de dessin préparatoire. Normalement, les artistes réalisent une esquisse du projet avant d'appliquer la couleur définitive, mais sur la tilma, il n'existait aucune trace de cette phase préliminaire. Mais ce qui fut encore plus incroyable, ce fut la découverte que les couleurs ne pénétraient pas dans les fibres du tissu, comme c'est le cas avec n'importe quel type de pigment appliqué sur une surface poreuse, mais semblaient les flotter au-dessus de la tilma. Callan nota aussi que les zones les plus sombres de l'image étaient étrangement transparentes à la lumière infrarouge, un phénomène inexplicable par les techniques picturales classiques. Un autre détail surprenant concerne la texture du tissu. Normalement, la fibre d'agave est rugueuse et irrégulière, mais la partie où se trouve l'image apparaît inexplicablement lisse, comme si la trame avait été modifiée de manière sélective. Un autre fait très curieux révélé lors de l'étude de Callahan concerne la température de la tilma. Au cours des analyses, le biophysicien a remarqué que le tissu semblait maintenir une température constante de 36,6 degrés, correspondant exactement à celle d'un corps humain vivant. Un matériau inanimé devrait s'adapter à la température ambiante, mais avec la tilma, cela ne semblait pas être le cas. Callahan, pour vérifier cette donnée extraordinaire, a effectué plusieurs mesures à différents moments, et chaque fois la tilma maintenait cette température constante, indépendamment des conditions du milieu ambiant. Cette découverte a clairement soulevé de nombreuses questions. Pourquoi un tissu en fibre d'agave, dépourvu de source de chaleur interne, devrait-il avoir une température stable similaire à celle d'un être humain ? Est-ce un hasard ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière ce phénomène ? En 1929, le photographe Alfonso Marche González remarqua quelque chose d'inhabituel dans les yeux de la Vierge représentée sur la tilma. En observant attentivement l'agrandissement de l'œil droit de l'image, González remarqua la présence d'une silhouette reflétée. Un détail qui ne serait approfondi que des décennies plus tard, précisément en 1951, lorsque cette découverte devint encore plus surprenante. Le chercheur José Carlos Salinas Chavez, en utilisant une loupe, confirma que dans l'iris de la Vierge se trouvait la figure d'un homme. À partir de ce moment, de nombreux ophtalmologistes et scientifiques examinèrent l'image avec des instruments de plus en plus sophistiqués, révélant des détails extraordinaires qui n'auraient pas dû être présents dans une peinture. Les études se poursuivirent jusqu'à la fin du XXe siècle, et en 1979 eut lieu l'une des découvertes les plus extraordinaires. José Aste Tonsman, un ingénieur péruvien spécialisé dans le traitement numérique des images, décida d'étudier les yeux de la tilma avec des techniques modernes. Grâce à l'utilisation de la microphotographie et à l'agrandissement numérique jusqu'à 2500 fois, Tonsman réussit à identifier non pas une, mais plusieurs figures humaines reflétées dans les yeux de la Vierge. Selon le chercheur, à l'intérieur des pupilles de la Vierge, on peut distinguer une scène complète, comme si les yeux de la Vierge reflétaient réellement ce qui s'est passé au moment où Juan Diego ouvrit la tilma devant l'évêque Zumarraga. La scène serait composée d'au moins 13 personnes, chacune avec des caractéristiques bien définies. Mais qui sont les figures présentes dans les yeux de la Vierge ? Selon les études de Tonsman, à l'intérieur des pupilles de la Vierge, on peut reconnaître Juan Diego, l'indigène à qui la Vierge est apparue et qui a apporté la tilma devant l'évêque. Sa silhouette apparaît agenouillée, avec une attitude humble et respectueuse. La figure d'un homme âgé avec une barbe a été identifiée comme l'évêque. À côté de lui se trouve l'évêque franciscain, qui a assisté à la révélation du miracle, et l'image d'un homme de profil, probablement le traducteur, qui aidait à la communication entre Juan Diego et l'évêque.
Enfin, nous trouvons sur les côtés de la scène un homme et une femme d'origine indigène, vraisemblablement témoins de l'événement, ainsi qu'un petit enfant qui se distingue clairement parmi les autres personnages. Cette découverte est incroyable, et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est impossible pour un peintre de l'époque de reproduire avec une telle précision un effet optique aussi avancé, surtout sur un tissu d'agave brute. De plus, les images sont présentes dans les deux yeux de la Vierge, avec des distorsions optiques exactement cohérentes avec la forme d'un œil humain, un détail qui serait difficile à obtenir même avec la technologie moderne. Alors comment est-il possible que ces images soient représentées sur la tilma ? Comment ont-elles été réalisées ? Selon les détracteurs, ce qui a été trouvé dans les yeux de la Vierge de Guadalupe ne serait que de simples taches. Et ceux qui affirment y voir des silhouettes humaines sont simplement victimes de la pareidolie. C'est le phénomène qui nous fait voir des figures familières dans des objets informes, comme quand on imagine des formes dans les nuages. Certainement, ce n'est pas une hypothèse à sous-estimer, mais il est aussi vrai que la pareidolie n'est pas capable d'expliquer pourquoi les taches semblent respecter les principes de l'optique et de la distorsion de perspective. Probabile che questo sia avvenuto per caso. Mais la figure de la Vierge possède une autre caractéristique que l'on peut qualifier d'énigmatique. Le visage présente les traits classiques métis, c'est-à-dire ceux issus du croisement entre les Européens et les natifs sud-américains. Mais il y a un problème. À l'époque, ce mélange culturel n'avait pas encore eu lieu. Donc l'image de la Vierge semble presque représenter quelque chose qui se produira dans le futur, plutôt que de refléter une réalité de l'époque. La figure de la Vierge cache un autre détail important que l'on peut qualifier d'énigmatique, les étoiles présentes sur son manteau. À première vue, elles pourraient sembler être un simple élément décoratif, mais une analyse plus approfondie suggère autre chose. Plusieurs chercheurs ont étudié la disposition des étoiles et ont découvert qu'il ne s'agit pas d'un motif aléatoire, mais de quelque chose de très précis. Selon les études menées par le groupe d'investigation scientifique de l'image de la Vierge de Guadeloupe, la disposition des étoiles sur le manteau de la Vierge reproduirait une carte du ciel. Visible au-dessus de Mexico le matin du 12 décembre 1531, la date traditionnellement associée à l'apparition. S'il s'agissait d'un simple ornement, on s'attendrait à une disposition arbitraire des étoiles, mais cela ne semble pas être le cas. Les principales constellations de l'époque sont en effet parfaitement reconnaissables. On distingue le lion, symbole du Christ roi, la Vierge, qui pourrait faire allusion justement à la Vierge Marie, et même Orion et les Pléiades, ces dernières étant déjà connues et importantes pour les civilisations précolombiennes. Et ce n'est pas tout. Elles ne sont pas montrées comme les verrait un observateur terrestre, mais plutôt d'une perspective extérieure au ciel, presque comme une vue d'en haut. Cette découverte a été confirmée par le chercheur Fernando Ojeda Yanes, auteur du livre Las Constellaciones en la imagen de la Virgen de Guadalupe, publié en 2012. Grâce à une analyse détaillée des 46 étoiles présentes sur le manteau de la Vierge, Ojeda Yanes a identifié 12 constellations et la planète Jupiter. Ces études, basées sur des logiciels astronomiques avancés, ont révélé que la position des étoiles sur la tilma correspond exactement à la configuration du ciel au-dessus. Mexico, le 12 décembre 1531 à 6h45 du matin, date et heure auxquelles l'apparition aurait eu lieu. À ce stade, une question se pose. Comment est-il possible que quelqu'un en 1531 ait réalisé un détail aussi précis ? Si ce n'était qu'une coïncidence, quelles seraient les chances qu'un ensemble de points disposés au hasard sur le manteau correspondent exactement à la configuration stellaire d'un jour bien précis ? Là encore, on pourrait balayer tout cela comme une simple suggestion, mais tout comme pour les images reflétées dans les yeux de la Vierge, le phénomène ne semble pas explicable en termes de hasard ou de compétences humaines de l'époque. Pour récapituler, nous avons un artefact qui a inexplicablement résisté à l'usure du temps, à un attentat destructeur. Il présente des particularités inexplicables étudiées par des scientifiques du monde entier sans qu'aucun n'ait percé le mystère. De plus, de nouveaux éléments inexplicables sont apparus. À vrai dire, il faut préciser que des tentatives d'imitation de la tilma ont été faites, mais celles-ci, en plus de ne pas présenter les particularités de l'original, se sont dégradées en très peu d'années à cause de la fragilité du matériau. Après avoir examiné ces faits, pouvons-nous dire que la tilma est la preuve de l'existence de quelque chose de surnaturel ?
Nous n'avons pas de réponse définitive à cette question, mais ce que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est qu'elle mérite toute notre attention et des études supplémentaires. Même s'il s'agissait d'un simple artefact humain, en comprendre la technique de réalisation représenterait une découverte importante, capable de révéler des connaissances artistiques ou scientifiques aujourd'hui perdues. Nous ne pouvons pas totalement exclure que cet artefact puisse représenter la manifestation de quelque chose d'inconnu. Quelque chose qui, si nous observons attentivement notre histoire, semble avoir accompagné l'humanité depuis ses origines, prenant des formes et des modalités différentes au fil du temps. Ce n'est pas un hasard, enfin, si le sanctuaire de la Vierge de Guadalupe, construit à Mexico pour abriter la tilma, se dresse dans un lieu considéré comme sacré par les populations autochtones bien avant l'arrivée des Espagnols. La colline de Tepeyac était un site de culte depuis des temps anciens, un point de connexion avec le divin pour les civilisations qui ont habité la région. Les Aztèques vénéraient ici la déesse Tonantzin, dont le nom signifie « notre mère vénérée », mais avant eux, ce furent les Toltecs qui pratiquaient des rites en l'honneur d'anciennes divinités liées à la terre, à la fertilité et à la protection du peuple. Et en remontant encore plus loin, il est possible que déjà les populations préclassiques de la vallée de Mexico considérèrent le Tepeyac comme un lieu sacré, destiné à garder des mystères perdus dans le temps. Peut-être que la tilma et l'endroit où elle se trouve sont liés par quelque chose de plus profond que ce que nous imaginons, un fil invisible qui unit passé et présent, histoire et mystère, foi et connaissance. Faites-nous savoir dans les commentaires votre avis, écrivez ce que vous en pensez, et si ce n'est pas déjà fait et que vous souhaitez soutenir notre travail, partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine histoire.